سكن بين الغرف Bonjour et bienvenue en Méditerranée. Au sommaire de ce numéro, la création de la nation Océan. Ça s'est passé il y a quelques jours à peine à La Seyne-sur-Mer. Nous retrouverons également le professeur Taillet qui va nous expliquer ses craintes face à d'étranges cotons d'ouate qui tombent du ciel. Enfin, M. Barbero va nous parler de la biodiversité des paysages. Mais pour commencer, nous rejoignons l'amiral Coustilière qui, dans sa chronique de géopolitique, va nous parler des frappes russes contre Daesh et de ses conséquences possibles. Alors, les Russes ont frappé Daesh dans une perspective qui vise à s'appuyer sur l'arc chiite, avec comme objectif non seulement Daesh, mais tous les mouvements terroristes, djihadistes qui se trouvent dans la région. A l'inverse, la coalition occidentale, sous la direction américaine, s'appuie sur le bloc sunnite, Arabie Saoudite, Qatar et autres pays du Golfe par exemple. L'objectif de la coalition occidentale, c'est Daesh et l'élimination du pouvoir de Bachar el-Assad. Ceci pose une certaine difficulté parce que si jamais ce sont les Occidentaux qui l'emportent, ça veut dire qu'on va privilégier l'arrivée au pouvoir de groupes islamistes qui d'une certaine façon poursuivent l'instauration d'un califat sans tenir compte des frontières existantes aujourd'hui, tandis que si ce sont les Russes qui l'emportent, ils défendent les États, les nations telles qu'elles sont aujourd'hui. Alors, impact sur la Méditerranée, si c'est la version russe, nous garderons jusqu'au Maghreb probablement des frontières telles que nous les connaissons, et on verra les pays continuer à se développer à travers des nations. À l'inverse, si c'est la version occidentale qui l'emporte et que des groupements islamistes prennent le pouvoir, par exemple en Syrie, ils vont vouloir instituer un pouvoir à caractère califal avec effacement des frontières et en donnant la priorité à l'aspect ethno-religieux. Cela me paraît fortement dangereux d'avoir des pays ainsi, d'avoir des ensembles ainsi organisés au sud de l'Europe et en face de la France. Je crains que cette version américaine qui s'appuie sur un caractère ethno-religieux soit beaucoup plus défavorable que celui qui consiste à garder les frontières existantes aujourd'hui. Voilà ce que je peux en dire. Donc, dans cet espace très troublé, je ne pense pas que le projet qui apparaît derrière la volonté américaine de ne détruire que Daesh et Bachar el-Assad soit porteur de paix. Sur tout autre plan, nous allons évoquer maintenant la création le 17 octobre de la nation Océan, et nous avons rencontré à cette occasion José Bové qui nous explique les risques inhérents au forage pétrolier en Méditerranée. Vous savez qu'il n'y a pas longtemps, on a failli délivrer des permis en plein centre du sanctuaire Pélagos. Il nous en reparle. Écoutons-le, mais tendez l'oreille, outre le vent et les répétitions de M qui participaient à cette soirée, c'est un peu difficile. Et aujourd'hui, on voit que si un incident comme ceux dont on vient de parler, un incident encore plus grave, du type de ce qui s'est passé dans le golfe du Mexique au niveau pétrolier, se déroulait en Méditerranée, c'est la fin de la Méditerranée, et la Méditerranée devient une mer morte. Or, quand on voit les projets qui sont en train de se développer au large de l'Égypte, autour de Chypre notamment, et on pourra en prendre d'autres, mais c'est les plus gros exemples, si ces forages ont lieu, c'est la mort de la Méditerranée. Au moindre accident, c'est la mort de la Méditerranée. Donc, l'objectif de cette nation océan, à laquelle
je revendique d'être le premier député adhérent, c'est clairement de dire on va reconquérir ce territoire qui appartient à l'ensemble de l'humanité. Et je retrouve tout à fait les paroles de Paul, ce territoire doit être récupéré par les citoyens. Et donc la proposition que je vais faire ce soir sur la scène, c'est d'inscrire la nation océan dans les territoires à décoloniser au niveau des Nations Unies. Il faut décoloniser, l'océan ne peut plus appartenir aux États. Il appartient à l'ensemble de l'humanité et c'est pour ça qu'ils ont eu juste raison de dire c'est un bien commun à toutes et à tous. Bernard Taillez, pour sa part, souhaiterait sans doute qu'on puisse créer une nation atmosphère parce que, vous allez voir, il tombe du ciel de ces curieux petits nuages de coton qui ne laissent rien augurer de bon. De quoi s'agit-il exactement? Des filaments mystérieux qui tombent du ciel et qui s'accrochent aux branches. Ces épisodes se sont produits et reproduits, donc les gens ont fini par se poser des questions et chercher à savoir quelle était la provenance de ces filaments. Donc voilà. Et j'ai été contacté donc pour m'intéresser à la composition chimique de ces mystérieux filaments blancs tombés du ciel dont personne ne connaît l'origine. Ce qui est intéressant, c'est que les expériences de spectrométrie de masse que j'ai faites sur ces filaments révèlent leur origine anthropique, c'est-à-dire qu'ils sont artificiels. Ce n'est pas un phénomène naturel qui a donné naissance à ces filaments. Les témoins, ont associé cette chute de filaments au passage d'avions, à des passages d'avions. Donc il est logique, sur la base de ce que j'ai pu donc observer par spectrométrie de masse et de ce que les témoins rapportent, d'établir un lien entre la formation de ces filaments et la présence des avions dans le ciel. Voilà, donc c'est un phénomène polluant parce que les composants qu'on retrouve dans ces filaments ne sont pas inoffensifs, en particulier des perturbateurs endocriniens, les phtalates, qui sont présents dans beaucoup de lubrifiants, de carburants d'avion. Donc c'est une question qui se pose à travers le monde entier, parce que moi j'ai reçu des échantillons prélevés par des Français en France, mais l'Internet permet de savoir aujourd'hui que le phénomène est mondial et de soupçonner qu'il est associé à la croissance du transport aérien. Voilà. Avec des risques pour la santé de chacun de nous? Oui, avec des risques proportionnels à la croissance du transport aérien qui est, je crois, de l'ordre de 10% par an. Donc, oui, mais les concentrations sont relativement faibles. Les concentrations sont relativement faibles, c'est vrai, mais par contre, comment dirais-je, le paradigme selon lequel c'est la dose qui fait le poison, ce paradigme s'avère de plus en plus faux, en particulier pour les perturbateurs endocriniens, c'est-à-dire que des substances peuvent être nocives à très faible concentration, ne plus l'être quand la concentration augmente. Donc l'ancienne loi qui pensait régir la toxicologie ne s'applique pas vraiment. Les scientifiques commencent à se rendre compte de la chose. Et par ailleurs, compte tenu de l'expansion des activités industrielles de l'homme sur Terre, les pollutions d'origine industrielle s'accumulent au même rythme que se développent les activités industrielles. Donc il faut s'en préoccuper, même si je ne dis pas qu'il est trop tard, même si on ne tombe pas raide quand on voit ces filaments, il me paraît indispensable de comprendre d'où ils viennent et éventuellement de remédier à leur cause. Et quels sont les risques alors pour la population? Écoutez, les risques sont que ces
polluants contenus dans les filaments entrent dans la chaîne alimentaire et les vaches broutent l'herbe, les filaments tombent dans l'herbe, donc les vaches ne font pas la différence entre l'herbe et les filaments. Les filaments se retrouvent sous une forme ou sous une autre, les composants se retrouvent dans la viande, le lait, etc. Bref, ça rentre dans la chaîne alimentaire et ça rentre à un rythme qui augmente en même temps que le transport aérien, donc 10% par an. Il faudrait peut-être comprendre tout de suite pour essayer de mettre fin à ce phénomène de chute de filaments aéroportés. Voilà, donc je m'étonne et je m'indigne un petit peu du fait qu'aucun des spécialistes de la pollution atmosphérique ne se préoccupe de mes découvertes à ce sujet, du lien qu'il est possible d'établir entre ces filaments et le transport aérien, et éventuellement des remèdes qu'il serait possible d'apporter aux moteurs ou à la conception des avions pour que la production de ces filaments cesse. Voilà, on en est là, donc je lance de nouveau, lanceur d'alerte, vous l'avez dit, je lance cette alerte. Les transports aériens induisent la formation de filaments dont la composition n'est pas anodine, qui finissent par retomber sur Terre. Le plus tôt on arrêtera cette production de filaments, le mieux ce sera. J'attends donc une réponse. Je continue, moi, à faire des analyses lorsque maintenant la composition de ces filaments, elle est constante, que ça soit prélevé aux quatre coins de la France, c'est la même chose. Donc il y a une cohérence dans mes analyses. Reste à savoir ce que les fonctionnaires responsables du transport aérien, la direction générale de l'aviation civile, les motoristes, les fabricants de moteurs, les fabricants de carburant vont faire de cette information pour que la technique progresse, que ces fuites des avions cessent et que les filaments disparaissent. C'est tout ce qu'on demande. Merci, M. Taillet. Et voilà l'instant de retrouver Marcel Barbero, notre écologiste optimiste, qui nous parle des paysages. Eh bien, la biodiversité du paysage, c'est une science récente que l'on a qualifiée écologie du paysage, où on lie la nature des grands écosystèmes et des espèces qui les habitent. Alors évidemment, il y a des paysages qui ont été profondément façonnés par l'homme, par exemple l'oliveraie, qui avait de très nombreuses espèces végétales en sous-bois et qui donnaient lieu à des cultures qui ont aujourd'hui disparu, comme par exemple les cultures de capriers, les cultures de safran, les cultures florales, mais aussi certaines cultures comme vivrières, comme les pois, les fèves, les pois chiches, qui étaient fortement greniers dans nos régions. Alors, ces paysages, il y a aussi la châtaigneraie des morts, bien sûr, qui est très importante, qui a eu son apogée au Moyen-Âge et qui s'est poursuivie jusqu'à 2-3 décennies, au moins au niveau de l'exploitation. Et puis, l'on avait des grandes forêts, qui, elles, faisaient partie du patrimoine arboré de la région, et malgré tout, il fallait que, entre ces différents grands ensembles, les espèces circulent. D'où l'importance des paysages de haies que l'on trouve encore dans nos vignobles, dans certaines parcelles de plaine, en Durance, ou encore en Camargue, en Crau également, qui sont des routes finalement qu'empruntent les espèces animales et végétales pour se déplacer, et surtout pour éviter les phénomènes de consanguinité si elles devaient rester ensemble en un même lieu. Donc ces voies de circulation sont très importantes et c'est pour cette raison que, après des années d'inventaire écologique et biologique, le ministère de l'Environnement a voulu que chaque région mette en place ce que l'on appelle un schéma de cohérence écologique qui identifie les pôles, les spots, les hotspots de biodiversité et les réseaux
qui permettent de rejoindre les différentes hotspots. Ce phénomène se retrouve bien sûr dans les écosystèmes continentaux d'une manière majeure, mais on le trouve au niveau des systèmes aquatiques. Et tous les réseaux de ruisseaux qui vont vers nos rivières et qui sont proches de la naturalité constituent aujourd'hui les réservoirs d'espèces rares de la faune de poissons ou de crustacés, par exemple l'écrevisse à pattes blanches, par exemple l'apron, qui sont des espèces très liées à ces milieux d'eau pure. De surcroît, je voulais également dire que cette écologie du paysage doit être reliée aux écosystèmes urbains. Il faut que les écosystèmes urbains gardent un maximum de naturalité et la région Provence-Alpes-Côte d'Azur a considéré l'écologie du paysage depuis la bande bleue en mer jusque vers l'intérieur des terres par l'intermédiaire des réseaux fluviaux qui traversent les villes et où l'on essaie de reconquérir une nature sauvage. Marcel Barrero, merci, à la semaine prochaine. On a le temps de nous quitter, et comme d'habitude en chanson avec Nassim Migraine, qui nous parle de Méditerranée et qui se pose la question, mais pourquoi la Méditerranée rigole? Si vous avez la réponse, faites-nous le savoir. À bientôt, bye bye. بيني وبينك صورة